Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde est au bord d'un événement susceptible de tout changer, mais que personne ne l'explique clairement? L'histoire de la guerre israélo-iranienne n'est pas qu'un conflit lointain. C'est une histoire de tension, de peur, de décisions stratégiques et d'un équilibre si fragile qu'il pourrait se briser à tout moment. Peut-être, en écoutant ceci, vous vous demandez-vous, pourquoi ces pays sont-ils en conflit? Comment tout cela a-t-il commencé? Et où cela nous mène-t-il? Car comprendre ce conflit ne se résume pas à connaître le passé. Il s'agit de comprendre un présent plein d'incertitudes et un avenir qui peut encore changer. Et dans cette histoire, vous trouverez bien plus que de simples informations. Vous trouverez des réponses. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question très importante. Si vous voulez comprendre les conflits qui changent le monde, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et il y a autre chose. Je vous invite à laisser un commentaire disant « Je veux comprendre la vérité ». Cela peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. Car grâce à ce geste, s'abonner et commenter, vous aidez davantage de personnes à trouver cette vidéo, à comprendre ce qui se passe réellement et à ne pas se contenter des apparences. Et maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez voir n'est pas seulement de l'histoire. 1. Des racines anciennes. La Perse est le peuple juif avant toute guerre. Pour comprendre l'histoire de la guerre israélo-iranienne, il faut d'abord dissiper une idée reçue, pourtant erronée. Ce conflit ne remonte pas à l'Antiquité. Il ne s'agit pas de deux peuples qui se sont toujours affrontés. En réalité, si l'on remonte aux origines de ce conflit, on découvre une toute autre réalité. Une relation historique unissant le monde perse et le peuple juif d'une manière qui pourrait en surprendre plus d'un aujourd'hui. Imaginez le Proche-Orient ancien. D'un côté, Babylone, l'une des grandes puissances de son temps. De l'autre, le monde perse, qui allait devenir l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Et au milieu de ces deux forces majeures se trouvaient les Hébreux, qui endurèrent l'une des périodes les plus douloureuses de leur histoire, la destruction de Jérusalem et leur exil à Babylone. Selon l'Encyclopédia Britannica, la captivité babylonienne prit fin en 538 avant notre ère, lorsque Cyrus le Grand, le conquérant perse de Babylone, autorisa les Juifs à retourner sur leurs terres. Et c'est là qu'apparaît une figure décisive. Cyrus II, dit Cyrus le Grand. Dans la mémoire historique juive, Cyrus n'est pas perçu comme un persécuteur, mais comme un souverain qui permit le retour des exilés et la reconstruction de leur vie nationale et religieuse à Jérusalem. L'Encyclopédia Britannica souligne même que, dans la tradition biblique, Cyrus est célèbre précisément pour avoir libéré les captifs juifs de Babylone et leur avoir permis de regagner leur patrie. Cela signifie qu'à ses origines les plus profondes, la relation entre la puissance perse et le peuple juif fut davantage marquée par la restauration que par l'hostilité. Ce point est crucial, car il change radicalement notre perception du conflit actuel. Quand on décrit Israël et l'Iran comme des ennemis irréconciliables aujourd'hui, beaucoup imaginent une rivalité millénaire. Or, les archives historiques démontrent le contraire. Des communautés juives étaient présentes sur le territoire perse depuis l'Antiquité, et l'Encyclopædia Iranica indique que des communautés juives vivaient sur le plateau perse dès 721 avant notre ère environ, l'un des moments les plus marquants de cette histoire étant le règne de Cyrus. À y regarder de plus près, cela nous enseigne une leçon essentielle. Le conflit entre Israël et la République islamique d'Iran ne saurait se réduire à une simple continuation du passé antique. Il ne trouve pas son origine dans une hostilité éternelle entre Perses et Juifs. Il surgit bien plus tard, dans la politique moderne, les révolutions, les bouleversements idéologiques, la lutte pour le pouvoir régional et les tensions des XXe et XXIe siècles. Dès lors, faire remonter ce récit à l'Antiquité ne sert pas à alimenter l'idée d'une haine inévitable, mais bien à comprendre précisément le contraire, qu'il fut un temps où cette inimitié n'existait pas. Et ce détail, qui peut paraître anodin, est en réalité le fondement de tout ce qui suit. Car pour comprendre comment une confrontation aussi dangereuse a pu se produire aujourd'hui, il faut d'abord bien saisir que son origine
n'est pas une guerre antique, mais une transformation historique bien plus récente. Cette transformation allait commencer à se dessiner des siècles plus tard, avec la disparition du monde antique, le déplacement des empires, le remodelage des religions dans la région et, finalement, l'émergence du Moyen-Orient moderne. 2. Le XXe siècle. La naissance d'Israël et une relation qui, au départ, n'était pas empreinte d'hostilité. Si l'on fait un bond de plusieurs siècles, de l'époque de Cyrus à nos jours, le paysage change radicalement. Les anciens empires disparaissent, l'Europe entre dans une période de guerre mondiale et le Moyen-Orient se trouve remodelé par les puissances étrangères. Après la chute de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, la région est soumise à de nouvelles divisions, à des mandats et à des tensions nationales. Dans ce nouveau contexte, la question juive acquiert une dimension décisive, d'autant plus que le sionisme politique prône déjà la création d'un foyer national juif en Palestine, tandis que les aspirations arabes sur ce même territoire se développent simultanément. Puis survint l'un des événements les plus dévastateurs du XXe siècle, la Shoah. L'extermination de 6 millions de Juifs par l'Allemagne nazie laissa non seulement une blessure humaine incommensurable, mais accéléra également le soutien international à la création d'un État juif. En 1948, Israël vit officiellement le jour. Pour le peuple juif, cet événement fut perçu comme l'accomplissement d'une aspiration historique et une nécessité pour sa survie nationale. Mais pour une grande partie du monde arabe et musulman, il fut vu comme une imposition traumatisante à une région déjà profondément instable. Dès lors, le Moyen-Orient entra dans une nouvelle ère de guerre, de déplacement de population, de peur et de conflits identitaires. Cependant, un détail crucial, souvent négligé dans les analyses du conflit israélo-iranien, apparaît ici. Durant ces premières années, l'Iran n'était pas encore l'ennemi direct qu'il allait devenir. Sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran consolidait sa position de monarchie étroitement liée à l'Occident, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le Shah considérait son pays comme une puissance régionale en pleine modernisation, animée d'ambitions stratégiques, militaires et économiques. Dans ce contexte, Téhéran ne percevait pas Israël comme une menace majeure, mais plutôt comme un acteur avec lequel il pouvait entretenir des relations utiles au sein du complexe équilibre régional. Imaginons un instant le Moyen-Orient du milieu du XXe siècle. Nombre de pays arabes rejetaient ouvertement Israël, mais l'Iran suivit une voie différente. Ce rejet ne se manifestait pas toujours publiquement ni bruyamment, compte tenu de l'extrême sensibilité politique de la question, mais une relation pragmatique existait. Une coopération discrète, des contacts diplomatiques et une convergence stratégique étaient établis. Les deux pays partageaient une inquiétude face à la montée du nationalisme arabe radical de l'époque et entretenaient des liens importants avec Washington. Autrement dit, avant l'hostilité idéologique qui domine aujourd'hui le discours dominant, il y eut une période de calcul politique, d'intérêt mutuel et de collaboration discrète. Parallèlement, en Iran, une autre réalité se dessinait, moins visible de l'extérieur, mais déterminante pour l'avenir. Le régime du Shah impulsa une modernisation rapide, s'ouvrant aux influences occidentales, mettant en œuvre des réformes sociales et poursuivant un projet de renforcement de l'État. Mais ce processus engendra également de fortes tensions. Nombre d'Iraniens percevaient le gouvernement comme autoritaire, dépendant du soutien étranger et déconnecté des milieux traditionnels, religieux et populaires. Sous le vernis d'une relation relativement fonctionnelle avec Israël, une crise interne iranienne se préparait, qui allait finalement bouleverser l'équilibre régional. Et c'est là que réside la clé de cette seconde étape. Israël existait déjà, l'Iran était déjà une grande puissance, et pourtant aucune guerre ne les opposait. Certes, des tensions régionales existaient, ainsi que des rivalités au Moyen-Orient, mais l'hostilité directe entre Israël et l'Iran n'avait pas encore pris la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Cette transformation ne débuterait ni en 1948, ni immédiatement après, mais à un moment bien plus concret et révolutionnaire. En 1979,
lorsque l'Iran changea de régime, changea d'identité politique et commença à considérer Israël non plus comme un partenaire tactique, mais comme un ennemi central de sa vision du monde. 3. 1979. La révolution islamique qui a transformé l'Iran et changé à jamais ses relations avec Israël. Imaginez maintenant clairement ce moment. Nous sommes à la fin des années 1970. L'Iran, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, apparaît comme un pays en plein essor, doté de villes modernes, d'une influence occidentale, d'une richesse pétrolière et d'une élite qui considère l'Europe et les États-Unis comme des modèles de progrès. Téhéran n'est pas une ville coupée du monde, c'est un centre de transformation, avec des universités, des industries et une société qui, du moins en apparence, s'oriente vers la modernité. Mais sous cette surface, quelque chose cloche. Nombre d'Iraniens ont le sentiment que ce progrès ne leur appartient pas. Ils constatent des inégalités, une répression politique, une forte dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et un gouvernement qui reste sourd à leurs demandes. Les groupes religieux, la classe ouvrière, les intellectuels et même certains membres de la classe moyenne commencent à s'accorder sur un point. Le pays a besoin d'une transformation profonde. Et ce changement ne sera pas progressif, ce sera une révolution. En 1979, des millions de personnes descendirent dans la rue. Les manifestations prirent de l'ampleur, le système commença à s'effondrer et le pouvoir apparemment inébranlable du Shah devint intenable. Finalement, le monarque s'enfuit du pays et à sa place revint d'exil une figure qui allait marquer l'histoire de l'Iran et du Moyen-Orient, l'ayatollah Rouhollah Khomeini. Ce qui va se passer ensuite ne se résume pas à un simple changement de gouvernement. Il s'agit d'un changement d'identité nationale. L'Iran cesse d'être une monarchie pro-occidentale et devient une république islamique fondée sur les principes religieux chiites. La politique, la culture, la société et ses relations avec le monde sont profondément redéfinies. Le nouveau régime ne se contente pas de gouverner différemment. Il veut transformer la façon dont l'Iran se perçoit et redéfinit son rôle dans le monde. Et c'est là qu'Israël entre en scène. Pour le nouveau gouvernement iranien, Israël n'est plus un simple acteur régional. Il est devenu le symbole de tout ce qu'il rejette. L'influence occidentale, l'ingérence étrangère et un modèle politique contraire à sa vision idéologique. Israël n'est plus perçu comme un partenaire stratégique, comme c'était le cas sous le règne du Shah, mais comme un ennemi majeur. Ce changement n'est pas superficiel. Elle devient partie intégrante du discours politique, de l'identité du nouvel État, de sa politique étrangère. Les relations se brisent complètement. L'ambassade d'Israël à Téhéran est fermée. Le nouveau gouvernement iranien déclare ouvertement son opposition à l'État d'Israël. Et à partir de ce moment, une nouvelle étape de l'histoire commence. Une étape où la tension n'est plus seulement politique, mais aussi idéologique. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez comprendre. La révolution islamique ne change pas seulement l'Iran. Cela bouleverse tout l'équilibre du Moyen-Orient, car elle introduit un nouvel acteur avec une vision différente, prêt à remettre en question l'ordre établi, à soutenir des mouvements hors de ses frontières et à projeter son influence au-delà de son territoire. Et cela affecte inévitablement Israël. À partir de 1979, le conflit cessa d'être inexistant. Les travaux commencent. D'abord, une rivalité idéologique, puis sous forme de compétition régionale, et plus tard, sous la forme d'une confrontation qui se déroulera selon de multiples scénarios, souvent sans guerre déclarée, mais avec des conséquences de plus en plus réelles. C'est le véritable point de rupture, le moment où deux pays qui coexistaient autrefois sans conflit direct deviennent des adversaires stratégiques, et à partir de maintenant, l'histoire ne sera plus jamais la même. Car ce qui va suivre ne sera pas une guerre traditionnelle immédiate, mais quelque chose de plus complexe, de plus silencieux et, à bien des égards, de plus dangereux, une guerre de l'ombre. 4. La guerre de l'ombre.
la naissance de la confrontation indirecte entre l'Iran et Israël. Après la révolution islamique de 1979, les relations entre l'Iran et Israël furent à jamais bouleversées. Le nouveau régime iranien rompit avec la logique stratégique du Shah et fit du rejet d'Israël un élément central de son identité politique. Pourtant, durant ces premières années, aucune guerre directe n'éclata entre les deux États. On n'assista pas immédiatement à des batailles majeures entre les armées iraniennes et israéliennes, ni à une déclaration de guerre formelle. Ce qui commença fut quelque chose de plus complexe, de plus silencieux et, à bien des égards, de plus durable. Une guerre par procuration, une confrontation clandestine qui se déploierait par le biais de tiers, d'alliances régionales, de services de renseignement, de sabotage et de pression stratégique. Pour comprendre ce phénomène, il faut examiner la situation au Moyen-Orient dans les années 1980. L'Iran venait de sortir d'une profonde révolution et, peu après, s'enlisait dans la guerre dévastatrice contre l'Irak, qui avait débuté en 1980. Dans ce contexte, le régime iranien n'était pas en mesure d'ouvrir un front militaire conventionnel contre Israël. Mais il pouvait faire autre chose, étendre son influence au-delà de ses frontières et soutenir des acteurs partageant son hostilité envers Israël. Cette stratégie reposait sur une logique politique, idéologique et militaire. Elle permettait à Téhéran de défier Israël sans en assumer immédiatement le coût d'une guerre ouverte, tout en renforçant son influence dans la région. C'est là qu'apparaît un point crucial de cette histoire. Le Liban. En 1982, Israël envahit le pays dans le cadre d'un conflit visant à expulser l'Organisation de libération de la Palestine du territoire libanais. Mais cette intervention a également préparé le terrain pour l'émergence d'un nouvel acteur, le Hezbollah, une organisation que Britannica décrit comme une milice formée pour résister à l'invasion israélienne de 1982 et qui est devenue par la suite une force politique et militaire centrale au Liban. Au fil du temps, le Hezbollah est devenu l'un des instruments les plus importants de la stratégie de projection régionale de l'Iran contre Israël. Imaginez les conséquences stratégiques. L'Iran, sans attaquer directement Israël depuis son territoire, pouvait soutenir une force armée stationnée bien plus près de la frontière israélienne. Cela a bouleversé l'équilibre régional. Israël ne devait plus seulement se préoccuper des armées de ses voisins, ni de la situation politique palestinienne. Il devait désormais faire face à un réseau d'acteurs armés soutenus, financés ou entraînés par l'Iran, capable d'exercer une pression constante. Selon le CFR, l'Iran a fini par développer un réseau régional d'alliés et de groupes armés interposés, dont le Hezbollah, qui est devenu un élément clé de sa confrontation avec Israël. Du côté israélien, la riposte obéissait également à une logique particulière. Israël comprenait que le danger ne résidait pas seulement à Téhéran, mais aussi dans la capacité de l'Iran à renforcer sa présence stratégique à ses frontières. C'est pourquoi Israël a commencé à élaborer une doctrine fondée sur l'endiguement, la vigilance constante et les opérations ciblées. Il ne s'agissait pas simplement d'attendre une attaque, mais d'empêcher l'Iran de consolider son pouvoir dans des régions comme le Liban, puis la Syrie. Autrement dit, tandis que l'Iran renforçait ses réseaux, Israël cherchait à les démanteler avant qu'ils ne deviennent trop dangereux. Mais cette confrontation n'était pas seulement militaire, elle était aussi idéologique et émotionnelle. Pour les dirigeants révolutionnaires iraniens, l'affrontement avec Israël servait à renforcer le discours de la résistance, à consolider leur légitimité interne et à se présenter comme les défenseurs des causes régionales, notamment la cause palestinienne. Pour de nombreux secteurs du régime, s'opposer à Israël n'était pas qu'une simple question de politique étrangère. C'était une affirmation de principe. Du côté israélien, cette hostilité croissante était perçue comme une menace à long terme, non seulement en raison de la rhétorique de Téhéran, mais aussi du fait de sa capacité réelle à traduire ses paroles en soutien armé à ses ennemis les plus proches. Au fil du temps, cette guerre de l'ombre a façonné une nouvelle réalité au Moyen-Orient.
Il ne suffisait plus d'observer les frontières officielles ou les armées d'État. Il fallait désormais s'intéresser aux milices, aux filières de trafic d'armes, à l'entraînement, au financement, au renseignement et aux réseaux régionaux. La rivalité entre l'Iran et Israël a cessé d'être une simple hostilité diplomatique pour devenir une confrontation structurelle susceptible de se manifester en différents lieux, sous différentes formes et avec une intensité variable. C'était un conflit sans déclaration officielle, mais aux conséquences bien réelles. Ainsi, presque imperceptiblement au monde au début, naquit l'un des aspects les plus dangereux de cette histoire. Une guerre qui n'est pas toujours visible, mais qui ne cesse de s'intensifier. Une guerre où chaque allié compte, où chaque frontière secondaire peut devenir un front principal, et où chaque action prépare le terrain pour la prochaine escalade. Car après cette étape, la confrontation entre l'Iran et Israël ne s'apaiserait pas. Au contraire, elle s'étendrait, se complexifierait et deviendrait plus dangereuse, atteignant un nouveau niveau avec un autre élément explosif qui changerait la donne: le programme nucléaire iranien. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question très importante. Prenez un instant pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Car si cette histoire vous aide à comprendre ce que beaucoup n'expliquent pas, alors cette chaîne est faite pour vous. Et il y a autre chose. Partagez cette vidéo avec quelqu'un, avec un ami, avec votre famille, avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre ce qui se passe réellement. Car par ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu et à voir au-delà des apparences. Bon, continuons. 5. Le programme nucléaire iranien, le moment où le conflit devient existentiel. En approfondissant cette histoire, nous arrivons à l'un des points les plus sensibles et décisifs de toute la relation entre l'Iran et Israël. Jusqu'ici, nous avons vu comment la rivalité est née après la révolution islamique et comment elle s'est transformée en une guerre par procuration, silencieuse et étendue à de nombreux territoires. Mais au cours des décennies suivantes, un élément est apparu qui a complètement changé la nature du conflit. Cet élément, c'est le programme nucléaire iranien. Imaginons un instant le contexte mondial de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Le monde a changé. La guerre froide est terminée, mais les tensions persistent. Le Moyen-Orient demeure une région stratégique, non seulement de par sa situation géographique, mais aussi en raison de ses ressources énergétiques et de son réseau complexe de conflits. C'est dans ce contexte que l'Iran intensifie son programme nucléaire. Officiellement, le gouvernement iranien affirme que ce programme poursuit des objectifs pacifiques: production d'énergie, développement technologique et autonomie scientifique. Et il est vrai que, du point de vue du droit international, les pays ont le droit de développer l'énergie nucléaire à des fins civiles. Mais c'est là que la perception entre en jeu. Et en politique internationale, la perception peut être aussi puissante que la réalité. Pour Israël, la possibilité que l'Iran, un pays qui a ouvertement déclaré son hostilité à son égard, puisse développer des capacités nucléaires représente une menace qui dépasse largement le cadre conventionnel. Il ne s'agit pas seulement de missiles, de milices ou d'influence régionale. Il s'agit de la possibilité d'une arme capable de bouleverser complètement l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Et cela, pour Israël, est inacceptable. À partir de cet instant, le conflit cesse d'être simplement stratégique et devient, à bien des égards, existentiel. Car lorsqu'un pays perçoit que sa survie est menacée, sa façon d'agir change. Israël adopte une position beaucoup plus ferme. Sa doctrine de sécurité, historiquement fondée sur la prévention, se trouve renforcée. L'objectif est clair: empêcher un adversaire déclaré d'acquérir une capacité qui deviendrait ensuite incontrôlable. Et cela nous amène à une nouvelle phase de la guerre de l'ombre. Des informations commencent à émerger concernant des cyberattaques, des sabotages d'installations nucléaires et des opérations clandestines visant à freiner le développement technologique iranien. Ces agissements ne sont pas toujours reconnus officiellement, mais ils s'inscrivent dans une dynamique qui devient de plus en plus manifeste aux yeux des observateurs internationaux,
En revanche, l'Iran ne s'arrête pas. Malgré les sanctions économiques, les pressions internationales et un isolement partiel, l'Iran poursuit le développement de ses capacités technologiques. Cette démarche s'inscrit également dans une logique interne. Pour le régime iranien, le programme nucléaire n'est pas qu'une question énergétique, c'est aussi un moyen d'affirmer son indépendance, de résister aux pressions extérieures et de consolider sa position de puissance régionale. Et c'est là que le conflit devient encore plus complexe, car il ne s'agit plus seulement de deux pays opposés, il s'agit d'un réseau d'intérêts internationaux, les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine. Tous ont quelque chose à dire, quelque chose à perdre ou à gagner concernant ce programme nucléaire. Des accords sont signés, des accords sont rompus, des sanctions sont imposées, des sanctions sont levées, et chaque décision engendre de nouvelles tensions. Imaginez cette incertitude constante. Une percée technologique en Iran, une déclaration politique en Israël, un rapport international, une attaque non reconnue. Tout cela devient une pièce d'un puzzle que personne ne contrôle pleinement. Et pendant ce temps, la population de la région vit sous cette tension invisible. Ce n'est pas une guerre ouverte, mais c'est une menace constante. Il n'y a pas d'attentat quotidien entre l'Iran et Israël, mais il règne un sentiment constant que la situation pourrait dégénérer à tout moment. Les conséquences de cette étape sont profondes. Le conflit devient plus dangereux, plus imprévisible et plus difficile à contenir. Car lorsque le facteur nucléaire intervient dans une rivalité existante, la marge d'erreur est drastiquement réduite. Il ne s'agit plus seulement de gagner en influence ou de répondre à une attaque. L'objectif est d'éviter un scénario qui pourrait changer non seulement le destin de deux pays, mais celui de toute une région. Et c'est précisément ce nouveau niveau de tension qui prépare le terrain pour la prochaine étape. Car, avec le conflit nucléaire en toile de fond, tout autre scénario, comme la Syrie, cessera d'être un simple front indirect et deviendra un point critique où la rivalité entre l'Iran et Israël deviendra de plus en plus visible, plus étroite et plus difficile à ignorer. 6. Syrie. Le champ de bataille où la guerre de l'ombre est devenue visible. S'il est un endroit où la rivalité entre l'Iran et Israël a cessé d'être une tension abstraite pour prendre une forme concrète, c'est bien la Syrie. La guerre civile syrienne a débuté en 2011, après la répression violente des manifestations pro-démocratie du printemps arabe par le gouvernement de Bachar el-Assad. Cette répression a transformé une crise politique en une guerre dévastatrice, impliquant des acteurs nationaux et internationaux. La Syrie n'était plus seulement un pays en conflit. Elle est devenue un échiquier régional où différentes puissances cherchaient à défendre leurs intérêts, à étendre leur influence ou à empêcher leurs ennemis de gagner du terrain. Dans ce contexte, l'Iran considérait la Syrie comme un élément essentiel de sa stratégie. Il ne s'agissait pas simplement de soutenir un gouvernement allié. Pour Téhéran, maintenir Assad au pouvoir signifiait préserver un corridor stratégique vers le Liban et le Hezbollah, l'un de ses principaux alliés régionaux. Reuters résume que l'Iran a déployé des forces et des infrastructures en Syrie à partir de 2011, tandis qu'Israël intensifiait ses attaques sur le territoire syrien. Cette présence iranienne n'était pas purement symbolique. Elle impliquait des conseillers, des infrastructures militaires, des réseaux logistiques et une projection régionale bien plus proche des frontières israéliennes. C'est alors qu'Israël a commencé à percevoir la Syrie non plus comme une guerre étrangère, mais comme une menace directe et imminente. Pour les dirigeants israéliens, permettre à l'Iran de s'implanter militairement en Syrie revenait à accepter que son principal adversaire soit pratiquement à ses portes. Israël a donc lancé une campagne de frappes aériennes répétées contre des cibles liées à l'Iran et à ses alliés en territoire syrien. Britannica note qu'en 2018, Israël a frappé des installations iraniennes en Syrie et, suite à des tirs iraniens en direction du Golan, a lancé sa plus importante offensive dans cette région depuis le début de la guerre civile. Imaginez les conséquences pour la région. Dépôts d'armes, convois, bases, centres de commandement et positions militaires devinrent des cibles fréquentes.
tandis que le ciel syrien se transformait en un champ de bataille de guerre non déclaré. La Syrie devint le théâtre où l'Iran cherchait à consolider sa profondeur stratégique et où Israël tentait de la détruire avant qu'elle ne devienne irréversible. Il ne s'agissait plus d'une simple guerre de l'ombre menée par la rhétorique et les menaces. C'était une confrontation réelle, répétée, visible et de plus en plus risquée. Les conséquences de cette phase furent considérables. Premièrement, la Syrie rapprocha physiquement les deux ennemis et réduisit leur marge de sécurité. Deuxièmement, elle accrut le risque d'erreurs d'appréciation. Chaque bombardement, chaque transfert d'armes, chaque déploiement pouvait déclencher une escalade majeure. Troisièmement, elle révéla un élément crucial pour l'avenir. La rivalité entre l'Iran et Israël ne pouvait plus être appréhendée uniquement comme un différend idéologique ou diplomatique. Il s'agissait d'une lutte militaire concrète pour le contrôle de l'espace régional, et la Syrie devint la preuve la plus flagrante que cette confrontation devenait de plus en plus ouverte et dangereuse. De la guerre secrète à l'escalade ouverte, le moment où le conflit a cessé de se cacher. Après des années où la Syrie avait servi de principal champ de bataille indirect dans l'affrontement entre l'Iran et Israël, la nature des tensions a commencé à évoluer. Les attaques ciblées, les convois détruits sur le sol syrien et les opérations discrètes attribuées à l'un ou l'autre camp ne suffisaient plus. Progressivement, la rivalité a accumulé trop d'éléments explosifs. L'expansion régionale de l'Iran, l'obsession d'Israël d'empêcher la consolidation de ce réseau, la crainte constante liée au programme nucléaire et une série de représailles rendant tout recul de plus en plus difficile. Selon le Council on Foreign Relations, le point de rupture majeur est survenu en 2024, lorsque la confrontation est passée d'hostilités indirectes, via des intermédiaires, à des échanges d'attaques directes entre les deux États. L'événement qui a marqué ce tournant s'est produit le 1er avril 2024, lorsqu'une attaque contre un bâtiment consulaire iranien à Damas, largement attribué à Israël, a coûté la vie à de hauts responsables iraniens. Pour Téhéran, il ne s'agissait pas d'un simple revers dans la longue guerre de l'ombre qui l'entourait, mais d'un acte d'agression d'une toute autre ampleur. La riposte est intervenue le 13 avril. L'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël, lors de la première offensive directe de cette envergure menée depuis son propre territoire. Israël, à son tour, a répliqué quelques jours plus tard par une attaque sur le sol iranien. Ce qui, pendant des décennies, avait été une guerre clandestine, avait franchi un cap historique. Désormais, les deux pays ne s'attaquaient plus seulement par procuration, mais directement. Ce changement fut bien plus profond qu'il n'y paraissait au premier abord. Pendant des années, l'équilibre régional s'était maintenu grâce à une logique dangereuse mais compréhensible. Attaquer sans admettre pleinement sa responsabilité, exercer des pressions sans provoquer de guerre ouverte, infliger des dégâts sans contraindre l'autre camp à une réaction publique massive. Mais lorsque cet équilibre se brisa, une nouvelle phase du conflit émergea. Britannica note qu'en 2026, la confrontation s'était encore intensifiée, avec des attaques beaucoup plus vastes menées par Israël et les États-Unis contre les installations militaires et nucléaires iraniennes, suivies de frappes de missiles iraniens sur le territoire israélien. Reuters, quant à elle, décrit la guerre qui débuta fin février 2026 comme incluant déjà des bombardements directs, des dommages aux infrastructures stratégiques et des milliers de morts. Imaginez les conséquences pour la région. Il ne s'agissait plus seulement de tensions diplomatiques ou d'une guerre par procuration en Syrie et au Liban. Désormais, des missiles s'abattaient sur des villes israéliennes comme Arad et Dimona. Des installations énergétiques iraniennes étaient visées, des menaces planaient sur le détroit d'Ormuz, et le sentiment grandissait que le Moyen-Orient entrait dans une phase bien plus dangereuse. Reuters a rapporté qu'en mars 2026, des attaques iraniennes avaient causé d'importants dégâts dans le sud d'Israël, et que les menaces iraniennes contre les infrastructures énergétiques du Golfe avaient exacerbé les craintes d'une déstabilisation régionale à grande échelle. Les conséquences de cette 7e étape furent immenses. Premièrement,
Elles brisèrent l'illusion que les deux pays trouveraient toujours le moyen de se contenir sans franchir certaines limites. Deuxièmement, elles démontrèrent que la guerre entre l'Iran et Israël ne pouvait plus être perçue uniquement comme un conflit d'alliés régionaux, mais comme une confrontation directe entre États susceptibles d'entraîner d'autres acteurs. Et troisièmement, elles ouvrirent la voie à une situation encore plus grave. L'internationalisation complète du conflit avec l'implication directe des États-Unis, la perturbation des marchés mondiaux et la crainte grandissante qu'une nouvelle escalade ne transforme cette guerre en une crise d'une ampleur encore plus vaste. 8. L'internationalisation du conflit. Lorsque la guerre a cessé d'opposer uniquement Israël et l'Iran. Après que la confrontation entre l'Iran et Israël a cessé d'être une guerre de l'ombre pour entrer dans une phase beaucoup plus ouverte, un événement encore plus décisif s'est produit. Le conflit a cessé d'opposer uniquement ces deux pays. Selon le Council on Foreign Relations et Britannica, la guerre de 2026 a débuté le 28 février avec des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ce qui a radicalement transformé l'ampleur de la confrontation. Il ne s'agissait plus d'un simple affrontement bilatéral ou régional, mais d'une guerre impliquant directement une superpuissance, avec des répercussions immédiates sur la sécurité mondiale, la diplomatie et l'économie. Imaginez les conséquences géopolitiques de cet événement. Pendant des années, Israël a considéré l'Iran comme sa principale menace stratégique dans la région. Mais tant que cette rivalité restait cantonnée aux attaques par procuration, au sabotage et aux guerres par procuration, il était encore possible de la contenir. En revanche, lorsque les États-Unis sont entrés directement en guerre, frappant des installations nucléaires iraniennes telles que Fordow, Natanz et Ispahan, le signal a été beaucoup plus grave. Le conflit ne pouvait plus être perçu comme un simple différend régional, mais comme une crise susceptible de bouleverser l'équilibre des puissances mondiales. Reuters a également rapporté que Washington avait renforcé sa présence militaire au Moyen-Orient avec des milliers de marines et de marins supplémentaires, accentuant ainsi le sentiment d'une guerre à grande échelle. À partir de ce moment, chaque acteur international a réagi selon ses propres intérêts. L'Union européenne a ouvertement appelé les États-Unis et Israël à mettre fin à la guerre et à rechercher une solution diplomatique, tandis que la Russie a fermement condamné les attaques et exigé des négociations. Parallèlement, le conflit s'est étendu à la région. Reuters a rapporté que l'affrontement a durement frappé le Liban, faisant plus de 1000 morts et environ 1 million de déplacés dans un contexte d'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah. Ceci illustre un point crucial. Une guerre entre Israël et l'Iran ne se limite jamais à ces deux pays. Elle implique des alliés, des territoires voisins, des équilibres militaires et des populations entières qui, en fin de compte, en paient le prix. Un autre facteur encore rendait cette phase plus dangereuse, l'énergie. Reuters rapportait que l'Iran menaçait de bloquer le détroit d'Ormuz et d'attaquer les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Golfe si certains bombardements se poursuivaient, tandis que les marchés réagissaient par une forte hausse des prix du pétrole et un repli des marchés boursiers en Asie. Cette menace était sérieuse. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies énergétiques les plus cruciales de la planète, et toute perturbation à cet endroit affecte l'approvisionnement en carburant, les transports, l'inflation et la stabilité économique mondiale. Ainsi, lors de cette 8e phase, le conflit franchit un cap décisif. Il cessa d'être une simple guerre entre deux ennemis historiques du Moyen-Orient pour devenir une crise internationale, capable de perturber la vie de pays très éloignés du champ de bataille. Avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question très importante. Si cette vidéo vous aide à comprendre quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant, soutenez-la dès maintenant. Aimez, partagez avec quelqu'un qui devrait aussi connaître cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activez les notifications, car il y a des histoires à ne pas manquer. Cela peut paraître un petit geste, mais ça ne l'est pas. En agissant ainsi, vous contribuez à ce que ce contenu touche un public plus large et aide davantage de personnes à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Bon,
Continuons. 9. Le coût humain et régional. Quand la guerre a cessé d'être une stratégie et est devenue une souffrance de masse, après l'internationalisation du conflit israélo-iranien, qui a dépassé le stade de la simple confrontation bilatérale, une dimension souvent occultée par les cartes, les missiles et les déclarations officielles a émergé dans toute sa brutalité, le coût humain. Car chaque escalade militaire ne se traduit pas seulement par le déploiement d'armées. Des villes sont dévastées, des foyers vidés et la peur s'installe au quotidien pour des millions de personnes. En mars 2026, Reuters rapportait que la guerre avait déjà fait plus de 2000 morts en Iran, outre de graves dommages aux infrastructures critiques, tandis que les attaques iraniennes contre le sud d'Israël avaient de fait des dizaines de blessés et atteint les zones proches d'Arad et de Dimona. Imaginez ce que signifie vivre sous une telle pression. En Iran, les bombardements d'installations stratégiques ne se limitent pas aux cibles militaires ou nucléaires. Ils perturbent les services, sèment la panique et contraignent la population à vivre dans la crainte constante de nouvelles attaques. En Israël, les missiles et les drones ne sont pas perçus comme un phénomène lointain ou abstrait, mais comme une menace immédiate qui bouleverse le quotidien, déclenche les alarmes, vide les rues et oblige les gens à se mettre à l'abri en quelques secondes. La guerre cesse alors d'être un débat géopolitique et devient une expérience intime, d'angoisse, de perte et d'incertitude. Reuters et AP s'accordent à dire que la récente escalade a eu un impact direct sur les civils et a exacerbé les craintes d'une nouvelle extension du conflit. Mais les souffrances ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Iran et d'Israël. Comme cela s'est si souvent produit au Moyen-Orient, la guerre déborde sur les pays voisins et accable des sociétés déjà meurtries. Au Liban, par exemple, Reuters a rapporté que l'offensive israélienne et l'escalade des tensions avec le Hezbollah avaient fait plus de 1000 morts et près d'1 million de déplacés, tandis que de nouvelles attaques contre des ponts et des infrastructures dans le sud du pays aggravait encore la crise humanitaire. Autrement dit, la guerre israélo-iranienne ne se contente pas d'opposer deux États. Elle transforme aussi des territoires comme le Liban en zone de destruction accumulée où des familles civiles paient une fois de plus le prix de décisions prises bien au-dessus, dans des centres de pouvoir lointains. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus dures de cette étape. Lorsqu'une guerre de cette ampleur dégénère, la distinction entre front militaire et vie civile s'estompe. Les ponts cessent d'être de simples ponts et deviennent des cibles. L'énergie cesse d'être une simple ressource énergétique et devient un instrument de pression. Même l'eau, comme l'a souligné Reuters en évoquant les menaces iraniennes contre les installations énergétiques et de dessalement du Golfe, entre en ligne de compte dans la stratégie de guerre. Le conflit entre alors dans une phase encore plus dangereuse, celle où l'objectif n'est plus seulement de vaincre l'ennemi, mais aussi de paralyser son fonctionnement fondamental et celui de toute la région. C'est pourquoi cette 9e étape est si importante dans l'histoire globale de la guerre israélo-iranienne. Elle nous oblige à regarder au-delà des gouvernements, des généraux et des alliances internationales. Elle nous oblige à voir les gens ordinaires, la famille qui fuit, l'enfant qui grandit au son des sirènes, le commerçant qui perd ses moyens de subsistance, l'hôpital saturé, la ville qui s'habitue à la peur. Et lorsqu'une guerre atteint ce stade, elle ne se mesure plus seulement aux territoires touchés ou aux infrastructures détruites, mais à la profondeur de la blessure humaine qu'elle laisse derrière elle. Cette blessure, de plus, prépare le terrain pour l'étape suivante, l'impact économique et énergétique mondial, où le conflit cesse de se faire sentir uniquement au Moyen-Orient et commence à perturber la vie dans le monde entier. 10. L'impact économique mondial. Lorsque la guerre a commencé à se faire sentir bien au-delà du Moyen-Orient, après que le coût humain et régional soit devenu impossible à ignorer, la guerre israélo-iranienne a pris une dimension encore plus vaste, économique. Et c'est là qu'intervient un phénomène souvent difficile à percevoir au premier abord.
Un conflit qui semble concentré dans une partie du monde commence peu à peu à bouleverser la vie de populations situées à des milliers de kilomètres du champ de bataille. Car lorsqu'une guerre atteint le golfe Persique, menace le détroit d'Ormuz et frappe les infrastructures énergétiques, elle n'affecte plus seulement deux États ennemis. Elle commence à perturber les prix des carburants, les transports, l'inflation, les marchés boursiers, les devises et la stabilité des gouvernements à travers le monde. Reuters rapportait le 22 mars 2026 que la guerre avait déjà provoqué une forte chute des marchés asiatiques, fait grimper les rendements des bons du Trésor américain et propulsé le prix du Brent à environ 112 $ le baril, soit une augmentation de près de 55% en un mois. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Il ne s'agit pas simplement d'un chiffre sur un écran financier. Lorsque les prix du pétrole grimpent en flèche, l'effet se répercute sur toute la chaîne économique. Le coût du transport maritime, du kérosène, de la logistique industrielle et, dans de nombreux pays, le prix final des produits alimentaires et des biens de première nécessité augmente. Reuters a également constaté une flambée des prix du kérosène à Singapour et une forte hausse des prix du gaz naturel liquéfié en Asie, ce qui montre que l'impact ne se limite pas au pétrole brut, mais s'étend à l'ensemble du commerce de l'énergie. Ainsi, les effets de la guerre commencent à se faire sentir dans le quotidien de sociétés qui ne sont même pas directement impliquées dans le conflit. Et tout cela se complique encore davantage pour une raison essentielle, le détroit d'Ormuz. Cette étroite bande maritime, apparemment isolée du reste du monde, est l'un des points les plus sensibles du système énergétique mondial. Reuters a souligné qu'environ 20% du flux mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié y transite. Lorsque l'Iran a menacé de le fermer complètement ou de limiter son accès aux navires liés à des pays ennemis, la crainte internationale était justifiée. Si le détroit d'Ormuz est bloqué pendant une période prolongée, une part vitale du flux énergétique mondial est compromise, et lorsque l'approvisionnement énergétique est perturbé, tout le reste en pâtit. De plus, le problème ne se limitait pas au trafic maritime. Reuters a rapporté que les attaques et contre-attaques ont touché des installations énergétiques clés dans plusieurs pays du Golfe, notamment au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et en Irak. L'agence a également fait état de dégâts à South Pars, l'immense gisement gazier iranien, et d'une perte importante de capacité de production de gaz naturel liquéfié au Qatar. Le marché ne craint donc plus seulement de futures perturbations. Il constate des dommages concrets aux plateformes énergétiques essentielles. Dans ce contexte, la guerre cesse d'être une menace potentielle pour l'économie mondiale et se transforme en une perturbation tangible des approvisionnements. C'est pourquoi cette 10e étape est si cruciale dans le récit global de la guerre israélo-iranienne. Elle démontre clairement qu'une guerre régionale, lorsqu'elle touche le cœur énergétique de la planète, cesse d'être régionale. Reuters a rapporté que des devises comme la roupie indienne ont subi de fortes pressions en raison de la hausse des prix du pétrole, tandis que les banques et les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions concernant le prix du Brent. Autrement dit, la guerre a commencé à bouleverser les calculs économiques en Asie, en Europe et sur les marchés mondiaux. Et c'est là l'une des vérités les plus troublantes de cette histoire. Lorsque le conflit atteint certains points stratégiques, ce ne sont pas seulement les villes qui brûlent. L'économie mondiale se met elle aussi à trembler. 11. Pression diplomatique internationale. Tentative d'enrayer une guerre qui menace de dégénérer. Après que le conflit israélo-iranien a commencé à impacter non seulement la région, mais aussi l'économie mondiale, une autre dimension tout aussi importante est apparue, la dimension diplomatique. Car lorsqu'une guerre commence à affecter les marchés, les voies énergétiques et la stabilité de plusieurs pays, la pression internationale pour y mettre fin s'accroît immédiatement. Il ne s'agit plus seulement d'un différend entre deux nations, mais d'un problème qui préoccupe les gouvernements, les organisations internationales et les dirigeants du monde entier. Imaginez la scène dans les capitales du monde. Réunions urgentes, appels diplomatiques, déclarations officielles,
Sommet improvisé. La communauté internationale observe avec attention mais aussi avec crainte. Elle sait qu'une nouvelle escalade pourrait entraîner d'autres pays, perturber davantage le commerce mondial et déclencher une crise difficile à maîtriser. C'est pourquoi des appels clairs à la retenue commencent à se faire entendre. Des dirigeants européens, des représentants internationaux et même des autorités religieuses ont ouvertement appelé à la fin de la guerre et à une solution négociée. Mais c'est là que réside l'une des grandes difficultés de ce conflit. Mettre fin à une guerre comme celle-ci n'est pas chose facile, car il ne s'agit pas d'un désaccord ponctuel qui puisse se régler par une simple signature. C'est une rivalité qui s'est construite sur des décennies, alimentée par la méfiance, l'idéologie, les enjeux sécuritaires et la soif de pouvoir. Israël estime ne pas pouvoir permettre à l'Iran de développer des capacités qui constituent une menace directe. L'Iran, quant à lui, refuse de céder à ce qu'il perçoit comme des pressions extérieures ou des atteintes à sa souveraineté. Autrement dit, les deux pays craignent que tout recul soit interprété comme un aveu de faiblesse. Et cela complique toute tentative de négociation. Pour autant, la diplomatie ne disparaît pas. Les canaux indirects, les efforts de médiation, les propositions de cessez-le-feu, les tentatives de réactivation d'accords antérieurs et les initiatives visant à mettre en place de nouveaux mécanismes de contrôle sont tous maintenus. Dans bien des cas, ces efforts n'aboutissent pas à des résultats immédiats, mais ils remplissent une fonction essentielle, empêcher que la situation ne dégénère complètement. Les conséquences de cette étape sont très claires. Le monde tente de contenir le conflit, mais sans parvenir à en résoudre les causes profondes. C'est comme essayer de garder l'équilibre sur une corde très fine. Chaque jour, sans ascension majeure, est une victoire, mais aussi un rappel de la fragilité de la situation. Et tandis que la diplomatie tente de gagner du temps, le conflit demeure latent, prêt à s'intensifier à tout moment. Car lorsqu'une guerre atteint ce niveau, son arrêt ne dépend pas uniquement de la volonté politique. Cela dépend de quelque chose de bien plus difficile. Rétablir la confiance entre des ennemis qui se sont perçus comme une menace existentielle pendant des décennies. Et c'est précisément ce défi qui ouvre la voie à la prochaine étape, où la perception mondiale, l'opinion publique et le récit du conflit commencent à jouer un rôle décisif dans la façon dont le monde comprend et réagit à cette guerre. 12. La bataille pour le récit. Opinion publique, information et perception mondiale du conflit. À mesure que la guerre israélo-iranienne gagne en visibilité, en intensité et en dimension mondiale, une nouvelle dimension émerge qui, bien que non toujours perçue comme un champ de bataille traditionnel, n'en est pas moins décisive. La lutte pour le récit. Car dans le monde d'aujourd'hui, les guerres ne se mènent pas seulement avec des missiles, des drones ou des armées. Elles se mènent aussi avec l'information, le discours, les images et les perceptions. Imaginez un instant comment ce conflit se propage dans le monde entier. Nous ne le voyons pas directement depuis le front. Nous le voyons à travers les écrans, les gros titres, les réseaux sociaux, les discours politiques, les déclarations officielles et les analyses internationales. Chaque image, chaque reportage, chaque vidéo qui circule a le pouvoir de façonner la perception que des millions de personnes ont de ce qui se passe. Et c'est là qu'apparaît une réalité essentielle. Chaque camp construit son propre récit. Du point de vue iranien, le conflit est présenté comme une lutte contre les pressions extérieures, une défense de sa souveraineté et une résistance face à ce qu'elle considère comme des interventions injustifiées. Dans ce récit, l'Iran cherche à se projeter comme un acteur qui ne cède pas aux menaces et qui défend sa place dans le monde. Du point de vue israélien, le discours s'articule autour de la sécurité nationale et de la survie. Israël souligne que ses actions visent à prévenir des menaces qu'il considère existentielles, notamment en lien avec le développement militaire et nucléaire iranien. Pour sa population, le conflit n'est pas une option, mais une nécessité pour garantir sa sécurité. Et entre ces deux visions, le monde observe. Mais son observation n'est pas neutre. Les sociétés, les gouvernements, les médias et les organisations internationales interprètent le conflit de différentes manières. Dans certains endroits,
Le soutien penche pour Israël, dans d'autres, pour l'Iran. Et dans de nombreux cas, l'impact humanitaire et la stabilité mondiale suscitent une inquiétude croissante. Les réseaux sociaux amplifient encore davantage cette dynamique. Aujourd'hui, une vidéo peut faire le tour du monde en quelques minutes. Une image peut susciter immédiatement indignation, solidarité ou rejet. La rapidité de l'information fait que les émotions se propagent plus vite que l'analyse, ce qui influence directement l'opinion publique mondiale. Et l'opinion publique compte. C'est important car cela exerce une pression sur les gouvernements, influence les décisions politiques, façonne les alliances et peut même accélérer ou ralentir certaines actions. Un dirigeant politique prend des décisions non seulement en fonction de sa stratégie militaire, mais aussi de la façon dont ces décisions seront perçues par sa population et la communauté internationale. Les conséquences de cette étape sont profondes. Le conflit entre Israël et l'Iran n'est plus seulement une guerre physique, c'est aussi devenu une guerre des perceptions. Une guerre où ce ne sont pas seulement les événements qui comptent, mais aussi la façon dont ils sont interprétés. Et dans ce cas de figure, chaque mot, chaque image et chaque récit peuvent avoir un impact aussi important qu'une action sur le terrain. Car, au final, la façon dont le monde perçoit ce conflit influence aussi son évolution. Et cela nous amène à l'étape suivante. Là où l'avenir devient de plus en plus incertain et où chaque décision, chaque erreur ou chaque tentative de négociation peut définitivement changer le cours de cette histoire. Avant de continuer, arrêtez-vous un instant. Si ce contenu vous aide à voir la réalité différemment, c'est le moment de le soutenir. Aimez, partagez avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre cette histoire. Et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications, car le contenu qui arrive sur cette chaîne n'est pas du contenu ordinaire. Cela peut paraître anodin, mais ce geste permet à cette vidéo de toucher un public plus large, d'aider davantage de personnes à se réveiller et à comprendre ce qui se passe réellement. Bon, continuons. 13. L'avenir incertain. Les scénarios qui se déroulent lorsqu'une guerre entre dans sa phase la plus dangereuse. Après la bataille pour le récit, l'histoire entre dans une phase encore plus troublante, celle de l'avenir incertain. C'est à ce moment que le conflit israélo-iranien cesse d'être une simple succession d'attaques et de représailles, pour devenir une question majeure et sans réponse. Car lorsqu'une guerre atteint le niveau qu'elle a atteint, avec des bombardements directs, des frappes de missiles sur des villes, l'implication des États-Unis, la pression exercée sur le détroit d'Ormuz et des milliers de morts, il ne suffit plus de se demander ce qui s'est passé. La question est désormais différente. Que va-t-il se passer ensuite? Reuters a rapporté qu'au cours de la seconde moitié de mars 2026, la guerre était toujours en cours, avec plus de 2000 morts, la poursuite des attaques iraniennes et une crise énergétique régionale qui s'aggrave. Le premier scénario envisageable est celui d'une guerre d'usure prolongée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une invasion immédiate et à grande échelle, mais d'une campagne étalée dans le temps, comprenant des attaques à longue portée, des pressions économiques, des actes de sabotage, des bombardements d'infrastructures et des affrontements régionaux qui se déroulent semaine après semaine. Ce scénario est particulièrement dangereux car il normalise la guerre et en fait un contexte permanent. Reuters a noté qu'Israël affirmait avoir atteint certains objectifs militaires, tout en reconnaissant que ces buts n'étaient pas encore atteints, tandis que l'Iran conservait des capacités balistiques et une menace régionale. Cela signifie qu'aucun des deux camps ne semble avoir obtenu suffisamment de gains pour mettre un terme définitif aux hostilités. Le second scénario est encore plus grave, une extension régionale à grande échelle. Nous avons déjà constaté que le conflit ne se limite pas à Téhéran et Tel Aviv. Le Liban est impliqué par le biais du Hezbollah, le Golfe est menacé en raison de ses infrastructures énergétiques et maritimes, et les pays d'Asie et d'Europe suivent avec inquiétude toute perturbation dans le détroit d'Ormuz. Reuters a rapporté que le Japon envisageait même des opérations de déminage en cas de cessez-le-feu.
ce qui démontre à quel point le conflit affecte déjà des acteurs éloignés du front principal. Si la guerre continue de s'intensifier, elle pourrait impliquer d'autres pays de manière encore plus directe, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi militaire et logistique. Un troisième scénario serait une désescalade négociée, mais cela représente un défi de taille. Reuters a rapporté que les propositions de médiation ont été transmises par des intermédiaires et que Washington et Téhéran ont manifesté peu d'intérêt pour un cessez-le-feu à certains moments en mars. De plus, un autre article de Reuters indiquait que le nouveau guide suprême iranien rejetait les propositions de désescalade à moins que l'adversaire ne se sente vaincu. Cela révèle une dure réalité. Lorsqu'une guerre devient aussi une question de prestige, de survie politique et de légitimité interne, la négociation ne dépend plus uniquement de la logique militaire, mais aussi de la fierté, de la rhétorique et du coût politique d'une image de faiblesse. Un autre élément rend cet avenir encore plus incertain, le facteur nucléaire. Reuters a rapporté les déclarations de Benjamin Netanyahou, affirmant que l'Iran ne disposait plus de capacité d'enrichissement, mais l'Agence internationale de l'énergie atomique, par la voix de son directeur Raphaël Grossi, a contesté cette affirmation et maintenu que l'Iran possédait toujours l'arme nucléaire. Cette divergence n'est pas un simple détail technique, elle constitue l'un des aspects les plus dangereux de ce conflit. Car si l'une des causes profondes de la guerre demeure irrésolue ou contestée, la justification de nouvelles offensives reste également ouverte. Autrement dit, si le problème censé être résolu ne l'est pas clairement, la guerre conserve une raison de se poursuivre. C'est pourquoi cette 13e étape est si cruciale. Car l'avenir de la guerre israélo-iranienne ne dépend plus d'un seul missile ou d'une seule ville bombardée. Il dépend de la question de savoir si la région s'enfoncera dans une longue spirale d'usure, si le conflit s'étendra à d'autres pays, si la diplomatie parviendra à trouver une issue, ou si les questions nucléaires et énergétiques alimenteront la logique de la confrontation. Et cette incertitude, précisément, est l'un des aspects les plus dangereux de toute cette histoire. Quand personne ne sait avec certitude où une guerre finira, chaque jour peut être le début de quelque chose de pire encore. 14. La reconfiguration du Moyen-Orient. Comment cette guerre modifie l'équilibre régional? Après une phase d'incertitude, la guerre israélo-iranienne a engendré un autre effet profond: la reconfiguration de l'équilibre régional. Il ne s'agit plus seulement d'attaques, de représailles et de diplomatie d'urgence. Nous sommes face à un conflit qui contraint tout le Moyen-Orient à redéfinir ses positions, ses priorités et ses stratégies de sécurité. L'implication directe des États-Unis dans les attaques contre les installations iraniennes, la poursuite des tirs de missiles iraniens et l'accroissement des risques dans le détroit d'Ormuz ont fait de cette guerre un tournant pour l'ensemble de la région. Imaginez l'impact que cela a sur les États du Golfe. Pendant des années, nombre d'entre eux ont tenté de maintenir un équilibre délicat, coopérer avec Washington, contenir l'Iran, protéger leurs infrastructures énergétiques et simultanément éviter d'être entraînés dans une guerre directe. Mais lorsque l'Iran menace d'attaquer des centrales électriques, des installations hydrauliques et des infrastructures énergétiques dans les pays voisins, si certains bombardements se poursuivent, cet équilibre devient beaucoup plus fragile. Reuters a rapporté que Téhéran a averti de possibles représailles contre les infrastructures énergétiques et de dessalement du Golfe, faisant craindre une déstabilisation régionale bien plus importante. Dans le même temps, cette guerre redéfinit également les rôles des alliés et des acteurs armés non étatiques. Le Hezbollah demeure partie prenante au conflit à la frontière nord d'Israël, tandis que le Liban continue de payer un lourd tribut en morts, en destruction et en déplacement de population. Ainsi, la guerre irano-israélienne ne se contente pas de modifier les relations entre les deux États. Elle redéfinit aussi l'importance des milices, des corridors logistiques, des frontières vulnérables et des zones d'influence qui, pendant des années, ont fait partie intégrante de la stratégie iranienne dans la région. Reuters et AP ont noté que l'escalade avec le Hezbollah
continue de frapper durement le Liban et a encore élargi le champ d'application du conflit. Un autre élément rend cette étape particulièrement délicate. Toute la région commence à envisager la sécurité structurelle et non plus seulement la riposte immédiate. Lorsqu'une guerre met en péril le transit de près de 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux par le détroit d'Ormuz, les pays ne se préoccupent plus seulement de leur survie au lendemain, mais aussi de la refonte de leur défense, de leurs alliances et de leurs routes stratégiques pour l'avenir. C'est pourquoi il ne s'agit plus seulement de gagner une bataille ou de répondre à une attaque. Il s'agit d'une transformation plus profonde, qui protège les routes maritimes, qui garantit l'approvisionnement énergétique, qui maintient la dissuasion et qui, en fin de compte, définira le nouvel ordre régional après cette guerre. Les conséquences de cette 14e étape sont considérables. Le Moyen-Orient sort de cette phase plus instable, plus militarisée et plus conscient que l'ancien équilibre est désormais rompu. Les pays qui s'efforçaient de rester neutres sont à présent contraints de choisir, renforcer leur défense ou se préparer au pire. Autrement dit, la guerre israélo-iranienne ne se contente pas de détruire des infrastructures et de faire des victimes. Elle redessine également la carte stratégique de la région. Et ce redécoupage prépare le terrain pour l'étape finale de cette histoire. L'héritage historique de cette guerre est la question la plus troublante de toutes. Quel monde laissera-t-elle derrière elle après ce conflit? 15. L'héritage de la guerre. Une histoire qui n'est pas encore terminée et qui a déjà changé le monde. Et nous voici arrivés au dernier chapitre de cette histoire, mais pas jusqu'à la fin. Car l'histoire de la guerre israélo-iranienne n'est pas close. Ce n'est pas un épisode terminé que nous pouvons observer de loin. C'est une histoire qui continue de se dérouler, d'évoluer et qui, aujourd'hui encore, continue de façonner le présent et l'avenir du Moyen-Orient et du monde. Avec le recul, on constate quelque chose de choquant. Ce qui avait commencé comme une relation sans animosité dans l'Antiquité, elle s'est transformée en rivalité politique au XXe siècle, puis dans une confrontation idéologique qui a suivi la révolution islamique, plus tard dans une guerre de l'ombre, et enfin un conflit direct aux conséquences mondiales. Chaque étape s'appuyait sur la précédente. Chaque décision, chaque attaque, chaque réaction a rapproché les deux pays de ce point. Et cela nous laisse avec une leçon très claire. Les guerres ne commencent pas du jour au lendemain. Elles se construisent avec le temps. Mais l'héritage de cette guerre ne se mesure pas uniquement en termes stratégiques. Cela se mesure à quelque chose de bien plus profond. Dans les villes marquées par les attentats, dans les familles qui ont dû fuir, dans les économies touchées, dans l'incertitude qui s'est abattue sur toute une région, et aussi dans un domaine moins visible, mais tout aussi important, dans la manière dont le monde conçoit aujourd'hui le pouvoir, la sécurité et l'équilibre mondial. Car après cette guerre, le Moyen-Orient n'est plus le même. Les alliances ont changé. Les menaces sont différentes, les pays sont plus vigilants, mieux armés, mieux préparés, mais aussi plus vulnérables. Et le monde entier a appris une chose qu'il ne peut ignorer, qu'un conflit régional puisse devenir un problème mondial en quelques jours. Mais il y a autre chose qu'il ne faut pas négliger. Comprendre cette histoire ne se résume pas à regarder le passé. C'est une façon de se préparer pour l'avenir, car lorsque nous comprenons comment se construisent les conflits, nous pouvons aussi en reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est peut-être là la réflexion la plus importante de toutes, même au milieu de guerres complexes, d'intérêts conflictuels et de tensions historiques. Le savoir demeure l'outil le plus puissant dont nous disposons pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Car l'histoire ne se contente pas de nous montrer ce qui s'est passé. Cela nous met en garde contre ce qui pourrait se reproduire. Et dans cet avertissement réside l'opportunité de changer de cap. Et nous arrivons ainsi au terme de l'histoire de la guerre israélo-iranienne. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire entre deux pays, mais de décisions, de tensions et de craintes qui affectent le monde entier. Car derrière chaque conflit se cache quelque chose de plus profond, l'insécurité, le pouvoir et la peur constante de l'avenir. Peut-être, en écoutant cette histoire, avez-vous ressenti ce malaise?
Comme si ce n'était pas quelque chose de si lointain, comme si tout pouvait basculer à tout moment. Mais voici le plus important. Comprendre ce conflit, ce n'est pas alimenter la peur. C'est apprendre à voir au-delà des apparences, à comprendre les causes et pas seulement les conséquences. Car ce n'est qu'en comprenant l'histoire que nous pourrons éviter de la répéter. Et c'est peut-être là aujourd'hui la plus grande leçon. Même dans les conflits les plus complexes, le savoir reste l'outil le plus puissant pour garder le cap. Et avant que vous ne partiez, je veux savoir quelque chose de très important. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Votre avis compte, car grâce à ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu et à mieux comprendre cette histoire. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a apporté quelque chose de nouveau ou vous a incité à méditer, soutenez-la en la likant et en vous abonnant à la chaîne. Vous devenez ainsi membre d'une communauté qui cherche à comprendre le monde, au-delà des apparences. On se retrouve dans la prochaine vidéo.